aujourd'hui. Alors peut-être quelques mots de présentation et déjà pour vous faire un peu l'introduction de ce que nous avons souhaité voir évoquer aujourd'hui. On scindera cette présentation en 3 temps. Le premier temps sera consacré aux raisons pour lesquelles nous contestons de façon extrêmement ferme les faits qui sont aujourd'hui reprochés à M. Sefrioui. Le deuxième temps sera consacré aux raisons pour lesquelles nous estimons qu'il n'y a aucun motif valable de considérer que son maintien en détention provisoire trouve à se justifier. Et enfin, troisième temps, ce sera le fait qu'on a le sentiment dans ce dossier que, en réalité, c'est un non-procès par rapport au véritable procès qu'il devrait y avoir, par rapport au commanditaire, et également par rapport au procès qui nous semble le plus essentiel et le plus prioritaire, qui est celui de la responsabilité de l'État. Et nous sommes extrêmement surpris que le procès de M. Sefrioui ait lieu déjà, et qui plus est, ait lieu alors même que la question de la responsabilité de l'État n'a à ce stade pas été tranchée. Un mot préalable évidemment à l'adresse des victimes de Samuel Paty et des parties civiles, de sa famille, de ses proches, pour dire évidemment que nous sommes parfaitement conscients du caractère ignoble du crime qui a été commis, et non seulement la défense de M. Sefrioui en est consciente, et on est également parfaitement conscient de M. Sefrioui qui vit depuis maintenant près de 4 ans de détention provisoire, avec précisément cette conscience, ce drame. Mais ce drame, il n'a strictement rien à voir avec cet attentat et rien à voir avec l'auteur. Et je veux dire qu'avec beaucoup de force, qu'il faut bien comprendre, et on le démontrera, que ce n'est pas M. Sefrioui qui va pouvoir répondre aux questions que se posent légitimement les parties civiles. Il ne pourra pas y répondre parce qu'il n'a pas de lien avec cet attentat. Premier temps de démonstration sur la question de ce qui est aujourd'hui reproché à M. Sefrioui et qui résulte de l'ordonnance de mise en accusation qui a été confirmée par la Chambre d'instruction dans le cadre d'un arrêt confirmatif. On lui reproche en fait essentiellement 3 éléments. On lui reproche le fait d'avoir participé avec Brahim Chnina à l'élaboration des vidéos et à la diffusion de vidéos qui présenteraient de fausses informations déformées et qui seraient destinées, selon l'accusation, à susciter un sentiment de haine à l'égard du professeur Samuel Paty en lien avec la présentation des caricatures religieuses. C'est l'élément central sur lequel aujourd'hui reposent les différentes accusations contre M. Sefrioui. Et on lui reproche également plus spécifiquement une vidéo qui a été publiée au soir du 11 octobre 2020, dans laquelle il peut apparaître. Et on lui reproche enfin le fait d'avoir diffusé des informations qui permettraient l'identification de M. Samuel Paty. Force est de constater que ce dossier est totalement vide s'agissant de M. Sefrioui. Il n'y a absolument rien qui, d'un point de vue factuel, le rapproche à l'attentat qui a été commis. Absolument rien d'un point de vue factuel, parce qu'il ne connaît pas et il ne connaissait pas l'auteur de l'attentat, et qu'il est établi par les différents éléments de procédure qu'il n'a jamais été en contact téléphonique avec lui. Et non seulement il n'a jamais été en contact téléphonique avec lui, et il est également établi que la seule vidéo dans laquelle il apparaît le 11 octobre 2020, qui a été diffusée le 11 octobre 2020, c'est une vidéo pour laquelle les investigations judiciaires n'établissent absolument pas qu'elle aurait été vue par l'auteur de l'attentat. Et ça, c'est véritablement les investigations judiciaires qui le démontrent. Vous n'avez pas de lien qui puisse être fait entre l'auteur de l'attentat et M. Sefrioui. Ce qui est certain en revanche, c'est que, et le dossier l'établit, vous aviez un auteur d'attentat qui, depuis plusieurs mois manifestement, cherchait à trouver une cible pour pouvoir exprimer sa haine, et que ça a été un effet d'aubaine pour lui que de trouver Samuel Paty, mais le fait est qu'en fait, depuis plusieurs mois déjà, il cherchait une cible. Il en a trouvé en la personne de Samuel Paty, mais sans rapport avec les éléments qui concernent
eh bien, M. Sefrioui, puisque, encore une fois, ce n'est absolument pas lui qui va aider à l'identification de M. Samuel Paty, ce n'est absolument pas lui qui va collaborer de quelque façon que ce soit avec la commission de l'acte. Et en fait, finalement, dans ce dossier, il y a deux points qui peuvent interroger au plus haut point. On a le sentiment finalement que ce qui est reproché à M. Sefrioui, ce n'est pas tant des faits matériels, parce qu'il n'y en a pas, que la projection qu'on se fait de ses idées et de sa personnalité. De ses idées et de sa personnalité, et on vient lui reprocher finalement de ne pas avoir anticipé l'inimaginable. L'inimaginable. On vient lui reprocher d'avoir voulu dénoncer le comportement d'un enseignant qu'il jugeait contraire à la loi, qu'il jugeait contraire à la réglementation. Et d'ailleurs, il a toujours été catégorique sur le fait, notamment dans cette vidéo qui va être diffusée le 11 octobre 2020, que ce qu'il veut, lui, ce sont des sanctions administratives. Il demande des sanctions administratives au regard d'un comportement qu'il juge discriminatoire à l'égard et à l'encontre des élèves de Samuel Paty. Rien de plus. Lui, ce qu'il demande, ce sont des sanctions administratives. Il n'y a dans la parole de M. Sefrioui aucune incitation à la haine, aucune incitation à la violence, et qui plus est, bien évidemment, aucune incitation quelconque à la commission d'un attentat. Et toute la vie politique et militante de M. Sefrioui, ça a précisément été parfois d'exprimer ses idées avec fermeté, mais jamais dans la radicalité, jamais dans la violence, jamais dans un basculement qui pourrait être considéré comme étant extrémiste. Et donc on a le sentiment finalement que ce sont les idées et la projection qu'on se fait de M. Sefrioui qui est davantage dans le débat, et qu'on cherche en fait à en faire un cobaye judiciaire. On cherche à en faire un cobaye judiciaire parce que l'idée des poursuites, c'est d'avoir une nouvelle définition de l'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est de dire à toute personne qui éventuellement viendrait à critiquer un acte ou des paroles qui seraient jugées comme discriminatoires, et notamment à l'égard des personnes de confession musulmane, attention, vous ne le pouvez pas parce que soit vous pouvez être soumis à un risque de poursuite administrative, voire soumis à un risque de poursuite judiciaire sur le fondement de l'association de malfaiteurs terroristes. Sauf que l'association de malfaiteurs terroristes, elle exige des actes matériels, donc des actes concrets qui doivent être caractérisés. Et ils exigent également, ces éléments, le fait d'avoir au moins conscience du caractère terroriste de l'entreprise. Mais comment, dans un tel cas de figure, il pouvait avoir de quelque façon que ce soit connaissance de quoi que ce soit à partir du moment où il n'avait même pas connaissance de l'identité de l'auteur, de l'existence même de l'auteur de l'attentat. Donc c'est une œuvre de création juridique, et c'est une œuvre de création juridique qui est parfaitement insupportable. Insupportable parce que, et on y reviendra, vous avez quelqu'un qui est déjà en détention provisoire depuis 4 ans, et qui, encore une fois, ne doit pas être sujet à une expérimentation qui est contraire à un certain nombre de principes qui doivent dicter notre droit, dont celui de la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire qu'en plus, cette vidéo qui a été diffusée le 11 octobre, elle était parfaitement connue de la part des autorités de poursuite, et qu'à aucun moment, eh bien, il a été fait une demande de suppression. À aucun moment, M. Sefrioui ne va être placé en garde à vue pour quelque raison que ce soit, précisément parce qu'il n'a jamais été établi que cette vidéo devait tomber sous le coup de la loi. Et c'est pour ça que c'est un dossier d'une extraordinaire gravité d'un point de vue juridique et du point de vue des libertés individuelles de M. Sefrioui, et aussi d'une extraordinaire gravité par rapport à la jurisprudence que ça pourrait poser. Parce que ça signifie qu'en fait, demain, toute personne qui viendrait s'exprimer sur tel ou tel sujet pourrait être rendue responsable de ses propos si jamais, eh bien, vous aviez la commission d'une action violente qui suivait ses propos. C'est un raisonnement qui est extrêmement nocif, qui est extrêmement dangereux, rapporté en plus à toutes les matières. Donc on voit bien véritablement que vous avez non seulement une question centrale qui se pose par rapport à cette définition tout à fait inédite de l'association de malfaiteurs, et en plus un risque de précédent judiciaire et juridique. Et toujours d'un point de vue juridique, il y a dans ce dossier, en plus, la confirmation
par le législateur lui-même de son embarras, parce que vous aviez le Sénat, notamment, qui avait adopté l'article qu'on avait dénommé l'article Samuel Paty, et qui précisément visait à réprimer, dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République, à réprimer le fait de mettre en danger autrui par la diffusion d'informations personnelles. Et c'est d'ailleurs rentré dans la loi à l'article 223-1-1, où le législateur a désormais prévu le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer est puni 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Regardez la situation en face. Le législateur a reconnu que la situation globale qui avait conduit à l'attentat perpétré contre Samuel Paty devait nécessiter une nouvelle qualification pénale qui, en tout cas, réprimerait le fait de diffuser des informations personnelles. Et non seulement cet article ne peut pas être d'application rétroactive, parce qu'il est postérieur aux faits, et qu'il est établi en plus que dans cet article, même si on venait à lui donner une force rétroactive, il ne serait même pas applicable. Il ne serait même pas applicable parce qu'on ne peut même pas reprocher à M. Sefrioui d'avoir cherché à diffuser des informations personnelles ou qui permettraient l'identification de Samuel Paty, et encore moins avec la conscience que ça l'exposerait à un risque d'atteinte à sa vie. Et je peux vous garantir que s'il le savait, il serait le premier, bien évidemment, à ne pas avoir tourné cette vidéo. Soyez-en certains. Et puis, le fait est qu'en plus, lorsque vous regardez ce texte, cette répression, l'article 223-1-1, vous dit que c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende par rapport au risque considérable judiciaire auquel est exposé aujourd'hui M. Sefrioui. Donc, si nous avons aujourd'hui décidé de convoquer cette conférence de presse, et Maître Colomba-Grossi évoquera désormais la question de la détention provisoire, c'est pour dire avec beaucoup de force aujourd'hui que nous contestons de façon ferme, rigoureuse, totale, les faits pour lesquels M. Sefrioui a été mis en accusation devant la cour d'assises. C'est de l'invention juridique, c'est finalement une œuvre qui procède plus d'un aspect moral au sens général par rapport, encore une fois, à la fausse idée qui est propagée quant à la personnalité de M. Sefrioui, mais qui est sans commune mesure par rapport aux éléments qu'on lui reproche. Et je pense que les praticiens de la matière antiterroriste sont depuis des années extrêmement inquiets de la dérive qui consiste finalement à élargir l'application de la qualification de l'association de malfaiteurs terroristes, mais on est aujourd'hui face à une hypothèse totalement nouvelle. On est face à une répression de ce qui procède de la pensée, on a une répression de ce qui procède, encore une fois, d'une expression qui est une expression publique dont le caractère illégal n'a jamais été établi. Donc pour l'ensemble de ces raisons, nous nous présenterons dans quelques semaines devant la cour d'assises pour demander l'acquittement de M. Sefrioui, qui ne peut qu'être la seule décision tolérable et admissible dans ce dossier. Oui, les surprises qu'on a rencontrées en lisant le dossier de fond ont été aussi grandes que celles auxquelles on a été confrontés dans le contentieux dans la chambre de l'instruction, puisque de multiples demandes de mise en liberté ont été déposées depuis des années, des mois, et depuis plus récemment, depuis la clôture de l'instruction en 2023. Et nous peinons encore aujourd'hui à comprendre les motifs avancés par la chambre de l'instruction pour justifier le maintien en détention provisoire, si tant est que ce terme veuille encore dire quelque chose après 4 ans à l'isolement, pour un homme de 66 ans, on le rappelle. Puisque la chambre de l'instruction avance généralement dans ses arrêts 2 motifs principaux pour justifier le maintien en détention de M. Sefrioui, qui sont le danger que courrait l'ordre public si M. Sefrioui venait à être libéré, ainsi que son absence, soi-disant, de garantie de représentation, qui est l'expression consacrée pour dire en réalité qu'on aurait une raison de craindre sa fuite. La question de l'ordre public, elle n'est pas sérieuse. Pourquoi ? Parce que la chambre de l'instruction n'établit jamais dans ses décisions les manifestations concrètes que prendrait ce trouble aujourd'hui.
Elle n'établit pas non plus en quoi d'éventuelles manifestations d'inquiétude, de violence perceptibles aujourd'hui seraient en lien ou seraient à mettre en lien avec la libération éventuelle de M. Sefrioui, qui, je le rappelle, n'est pas poursuivi pour complicité d'assassinat, n'est pas poursuivi pour avoir participé d'une façon ou d'une autre à l'attentat, mais association de malfaiteurs terroristes. Les motifs qui tiennent à l'absence de garantie de représentation ne tiennent pas davantage, puisqu'on reproche notamment à M. Sefrioui sa double nationalité franco-marocaine, celui-ci étant en France depuis 1982. Il est établi en procédure qu'il n'a pas de papier d'identité marocain et que tous les voyages qu'il a pu faire dans les dernières années au Maroc ont été faits avec son passeport français. Toute sa famille, que ce soit sa compagne, ses enfants ou ses petits-enfants, sont en France. Et on a du mal à comprendre, mais une fois encore, les décisions de la Chambre de l'instruction, quand on voit un peu le traitement à géométrie variable qu'elle a fait dans ce dossier, quand on considère les autres mises en cause, les autres accusés, qui sont, comme M. Sefrioui, accusés d'association de malfaiteurs terroristes, et qui pourtant ont été mis en liberté par la Chambre de l'instruction. Je pense à deux individus particulièrement, qui sont renvoyés dans la cour d'assises pour des charges, pour des faits même, autrement plus graves que ceux qu'on reproche à M. Sefrioui, puisqu'il s'agissait de jeunes adultes, à peine 18 ans, qui avaient exprimé à plusieurs reprises sur Telegram ou d'autres réseaux, étant en contact avec Anzorov, l'auteur de l'attentat, leur désir, leur volonté, leur souhait, leur projet de partir en Syrie. Et ce, à plusieurs reprises. Sachant que l'un d'entre eux n'a pas la nationalité française, à l'inverse de M. Sefrioui. Donc, ce contraste ou cette rupture d'égalité nous surprend particulièrement si on se rappelle en plus que M. Sefrioui n'a pas de casier judiciaire en lien avec une infraction de violence, encore moins avec des infractions liées au terrorisme, que ce soit apologie du terrorisme ou quoi que ce soit d'autre, et qu'on a une petite idée, on a eu vraiment l'impression que ces décisions témoignait d'une méconnaissance parfaite de sa personnalité et des éléments du dossier. Puisque quand on discute un peu, ou quand on même lit les pièces d'audition, de garde à vue ou d'interrogatoire, on voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un d'assez franc, à qui on reproche d'ailleurs d'avoir un peu trop parlé, d'avoir été un peu trop honnête. Et cette absence de casier judiciaire, mise en parallèle avec les nombreuses actions militantes qu'il a pu organiser depuis son arrivée en France en 82, montre bien qu'il a toujours eu un souci permanent de rester dans les limites du droit. Et qu'on a beau lui reprocher des actions, alors qu'on peut dire virulentes, fermes, tous les qualificatifs sont possibles, il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour ses actions militantes. Donc c'est quelqu'un qui, depuis des mois, attend ce procès avec impatience, n'a qu'une envie, c'est de parvenir enfin à s'expliquer et à établir son innocence. Et je me souviens d'ailleurs d'une audience devant la chambre de l'instruction récente, où il avait dit à ses juges qu'il irait, s'il le fallait, en rampant, tellement il était éloigné de l'idée d'une quelconque fuite. Et je terminerai juste en disant que on parle donc d'un homme de 66 ans, à l'isolement depuis 4 ans, qu'on oblige, ou à qui on ne permet pas de préparer sa défense dans des conditions dignes, décentes. On parle évidemment du procès ou du combat d'une vie, et c'est un grand mystère pour nous d'essayer ou de ne pas parvenir à comprendre pourquoi cet homme-là n'aurait pas le droit de préparer sa défense efficacement. Bonjour, je suis maître Lavanucci, aux côtés de la défense avec maître Brengart et Colomba. Les premiers mots de M. Sefrioui, quand il apprend qu'effectivement l'attentat a eu lieu, et pourquoi je vous parle de ces premiers mots, parce que ces premiers mots, ils prouvent la sincérité de ce dernier. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu si la dernière. Pardon. Bien sûr.
Donc les premiers mots de M. Sefrioui lorsqu'il apprend l'attentat. Et pourquoi je vous parle des premiers mots? Parce que c'est là où est-ce que effectivement il est le plus sincère. Il est sur écoute, mais ça, lui, pas habitué à la stratégie judiciaire, il l'ignore totalement. Et les premiers mots, ils sont vite, rappelle-moi, un malade a tué le professeur. Voilà les premiers mots de M. Sefrioui. Donc il qualifie le terroriste de malade. Les premiers mots en garde à vue de M. Sefrioui seront les suivants. Si j'aurais pu donner ma vie pour protéger le professeur et m'interposer contre le terroriste, j'aurais donné ma vie à ce professeur. Voilà quels ont été les premiers mots en garde à vue de M. Sefrioui. Mais tout ça, on n'en a que faire. Tout ça, l'accusation n'en a que faire. Pourquoi elle en a que faire? Parce que il faut vous présenter un accusé idéal. Accusé idéal, pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, Colomba l'a brièvement dit tout à l'heure, mais comparativement, tout d'abord, à tout un tas d'interlocuteurs dans ce dossier, on peut se poser la question de pourquoi M. Sefrioui, lui, est mis en examen alors que d'autres n'ont absolument aucun souci. Certains ont relayé, par exemple, les différentes vidéos avec un nombre d'abonnés largement supplémentaire à M. Sefrioui. Vous avez des gens qui étaient en contact direct avec le terroriste, qui ont échangé avec lui. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ne sont pas derrière les barreaux, ils sont dehors. Pendant que M. Sefrioui, lui, 65 ans, il est toujours derrière les barreaux. Vous allez, et je tiens vraiment à ce que vous fassiez très attention à cela, vous allez voir que pendant le procès, parce qu'il n'y a rien dans le dossier, Vincent vient de vous le dire, il n'y a aucune preuve matérielle qui permet à un quelconque instant de trouver une corrélation entre M. Sefrioui et le terroriste. Ces terminaux ont tous été étudiés. Et qu'est-ce qu'on constate? Et là aussi, j'attire votre attention. On constate que jamais M. Sefrioui n'a consulté le moindre site salafiste djihadiste. Je le dis parce que de temps en temps, je vois dans les articles ici ou là qu'il est qualifié de salafiste djihadiste. Non, pas de paresse intellectuelle. Salafiste djihadiste, c'est ce qui se passe par exemple aujourd'hui au procès avec Peter Sherif. Je veux bien et je l'admets. Par contre, en ce qui concerne M. Sefrioui, on n'est absolument pas dans cette sphère. Qu'on parle de militantisme politique, de militantisme pro-palestinien, pourquoi pas? Mais employer les mots, les termes de salafisme ou de djihadisme concernant M. Sefrioui, c'est juste faire le jeu de l'accusation, qui est un dossier vide en réalité. Et vous allez voir, il est tellement vide ce dossier que qu'est-ce qu'a fait le parquet? Eh bien, il va faire citer, vous aurez l'occasion de le voir, il va faire citer un certain nombre de témoins qui n'ont absolument rien à voir au dossier. Vous allez voir la différence de l'approche de cette audience. Vous avez d'un côté la défense de M. Sefrioui, qui va faire citer des témoins qui pourront apporter un éclairage concret sur le dossier, sur les faits, sur la matérialité des faits. Puis vous avez à côté l'accusation qui sait qu'elle a un dossier fragile. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un dossier fragile? Quand on a un dossier fragile, on joue avec l'ambiance. Et qu'est-ce qu'on va faire citer comme témoins? Non pas des témoins qui vont pouvoir corréler et dire « Bah oui, M. Sefrioui, effectivement, il était en lien avec M. Anzorov, ou bien M. Anzorov a vu la vidéo de M. Sefrioui, etc. » Non, 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 non. On n'a pas ça. On a tout retourné dans le dossier, on n'a pas trouvé. Mais on n'a pas ce qu'on appelle des témoins d'ambiance. Et c'est là où est-ce que je trouve ça particulièrement malvenu, parce qu'on va chercher effectivement les pires adversaires de l'histoire militante de M. Sefrioui pour venir les faire témoigner et dire à quel point M. Sefrioui, durant ses 20 ans, 30 ans de militantisme, était un affreux personnage. C'est un procédé totalement acrimonieux. Et en réalité, qui démontre la faiblesse de l'accusation, parce qu'elle ne peut se reposer que sur ces témoignages d'ambiance et ne peut absolument rien apporter de concret. Vincent le disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a tout un pan en réalité de l'affaire qui a été mise de côté. Je vous donne quelques exemples. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous un petit peu, quelque part, que ça a pu prospérer grâce à une autre conférence de presse, un passage sur une chaîne télé, pour être exact, je ne citerai pas laquelle pour ne pas faire de jaloux, mais qui a impulsé le fait que le parquet a dû ouvrir une enquête. Vous avez par exemple ce personnage, vous n'en avez pas beaucoup entendu parler, mais croyez-moi, il est central, parce que tout part de lui. Un personnage qui s'appelle Farouk Chami. Farouk Chami, c'est la personne qui, 30 jours avant l'attentat Samuel Paty, va lancer un message à la communauté tchétchène de France, en disant « Communauté tchétchène de France, vous avez vu effectivement les caricatures de Charlie Hebdo, eh bien, si vous ne commettez rien, et je vous laisse un délai de 30 jours, dans le délai de 30 jours,
eh bien, vous êtes des mécréants, vous n'êtes pas des hommes, etc., etc. Déjà, il y a ce message dont a connaissance Monsieur Anzorov, mais encore mieux, Monsieur Anzorov va échanger avec Farouk Chami, va trouver des échanges. Encore mieux, le jour où le terroriste commet cet acte atroce, il prend tout de suite la photo et il envoie la photo à qui? À son commanditaire, à ce Farouk Chami, et qui lui répondra bravo, félicitations. Tout cela, on n'en a quasiment pas parlé, y compris dans les médias. Pourquoi? Parce que effectivement, il y avait peu d'informations, il n'y avait même pas d'enquête qui avait été ouverte sur ce Farouk Chami. Enfin, imaginez-vous à quel point il est central. Il ordonne, un mois avant, dans les 30 jours, un attentat par rapport aux caricatures de Charlie Hebdo. Le terroriste prend le soin, juste après avoir commis cet acte odieux, de prendre une photo et de lui envoyer. Mais on a fait pendant toute une partie de l'instruction comme si ça n'avait jamais existé. Pour se focaliser sur M. Sefrioui, qui, encore une fois, n'a jamais eu le moindre contact avec M. Anzorov. Eh bien, c'est suite à la révélation de cette information sur une chaîne de télé que, comme par hasard d'ailleurs, juste après, une enquête préliminaire a été ouverte sur le sujet de Farouk Chami. Nous avons demandé pour le procès, parce que nous avions pensé que c'était effectivement inéluctable et indispensable pour une bonne tenue de procès, la communication de cette enquête. Cette enquête nous a été transmise à nous et à tous les autres éléments de la défense. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu très peu d'avancées. Pour ne pas dire quasiment aucune avancée sur ce sujet-là. Alors qu'on a là le véritable commanditaire de l'attentat contre M. Paty. Très peu d'informations. L'affaire est classée, le dossier est bouclé, l'enquête est classée, et on n'a quasiment aucun acte d'investigation dans cette enquête. Et puis il y a un autre pan qui sera nécessairement évoqué, ce sont les multiples défaillances qui ont conduit aussi à ce drame tragique. Multiples défaillances, tout d'abord il y a eu des alertes pendant 10 jours, près de 10 jours, M. Paty a souffert, est resté seul, sans qu'aucune personne, ni de l'éducation nationale, ni même de la police, des renseignements, ne daigne par exemple lui accorder une protection personnelle. Vous n'aviez même pas le strict minimum qui a été fait, à savoir des rondes. On aurait pu avoir des rondes de police, plutôt que de laisser ce pauvre monsieur Paty avec un marteau dans son cartable. On aurait pu effectivement organiser des rondes de police au moment de l'entrée et des sorties du collège. Ça n'a pas été le cas. Vous avez le rectorat et l'éducation nationale qui a eu de la même façon un comportement particulier, puisqu'à aucun moment, effectivement, ils considèrent qu'il faut accorder une protection personnelle, ou bien ils alertent les ministères correspondants et responsables de la protection de M. Paty pour dire « nous souhaitons une protection pour ce dernier ». Vous avez, et vous savez très bien, une note de renseignement qui dit « il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a absolument aucun danger ». La vidéo de M. Chnina, parce que lorsque Madame la directrice, avec M. Paty, va déposer plainte, et qu'il fournisse la vidéo de M. Chnina, elle n'est pas inquiétante. Pour le policier qui la visionne, comme pour le procureur qui la voit, elle n'est pas inquiétante. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas de plainte contre M. Sefrioui, elle est juste contre M. Chnina, pour la simple et bonne raison que la vidéo de M. Sefrioui, elle n'existe même pas à cette époque-là. Et donc, vous avez bien compris, et d'ailleurs, ça fait écho un petit peu à la plainte de la famille Paty, à l'endroit des pouvoirs, à l'endroit des services publics. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, il y a tout un tas de services de renseignement, même, qui ont été totalement désorganisés suite à ce drame odieux. Leur responsabilité n'est absolument pas pointée dans le dossier. Donc on voudrait faire imputer à M. Sefrioui, qui a 65 ans, qui ne connaissait pas M. Anzorov, 17 ans, avec qui il n'a jamais eu aucun contact, on voudrait lui octroyer le fait qu'il aurait dû anticiper le fait qu'une vidéo, je reviendrai sur la vidéo, mais qu'une vidéo puisse, à travers l'effet papillon, avoir un tel résultat. Là où est-ce qu'on a eu la carence, la défaillance de tous les services de police, de tous les services de renseignement, de tous les services de l'éducation nationale. Moi, je vais vous dire comment ça s'appelle. Un bouc émissaire. Monsieur Sefrioui, aujourd'hui, c'est un bouc émissaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison qu'on ne veut pas le laisser libre, Monsieur Sefrioui. Parce qu'il a 65 ans aujourd'hui, on est à un mois du procès. Et vous imaginez bien que c'est très dur pour Monsieur Sefrioui, 65 ans à l'isolement, qui n'arrive plus à dormir. Parce qu'il est avec des gens à côté de lui en cellule, extrêmement difficile.
eh bien vous imaginez bien que c'est d'autant plus difficile que de préparer sa défense. Eh bien, on ne veut pas le libérer parce qu'on espère pouvoir le jeter en pâture. Monsieur Sefrioui, clairement, on essaye de le vendre comme le méchant de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a un passé militant. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il n'en reste pas moins que pour ce passé militant, il n'a jamais été condamné. Mais à côté de ça, j'ai envie de vous dire, c'est d'actualité d'ailleurs, que vous avez tout un tas de personnes dans ce dossier, beaucoup plus dangereuses que M. Sefrioui, qui, elles, par contre, sont en totale liberté. Et pourquoi? Eh bien, parce que, médiatiquement, elles ne décèlent peut-être pas le même potentiel. Moi, je vais vous demander une chose, c'est de vous en tenir au dossier, vous allez voir l'audience, et de toute façon, la vérité éclatera de cette audience. De vous en tenir au dossier, non pas à l'apparat. L'apparat, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, ambiance djihadisme d'atmosphère, djihadisme salafisme, tout un tas de mots pour essayer de donner une coloration. Non, M. Sefrioui, il n'était ni dans le salafisme, ni dans le djihadisme. M. Sefrioui, il était dans le militantisme pro-palestinien. On va aussi, vous allez voir, parler de cette vidéo. Je ne vais pas la décortiquer aujourd'hui devant vous, mais on a l'impression dans cette vidéo, parce que tout le monde en parle, personne ne l'a véritablement vue, on a l'impression qu'il y a un appel au meurtre dans cette vidéo. On va tout de suite relativiser. Cette vidéo, tout d'abord, la vidéo de M. Sefrioui, M. Sefrioui, il prendra tout d'abord le temps de la sortir à un moment extrêmement précis. Il ne la sort pas tout de suite, M. Sefrioui. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un dialogue avec l'inspection d'académie. Et M. Sefrioui attend ce dialogue avec l'inspection d'académie pour voir s'il est fructueux. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il demande, M. Sefrioui, dans cette vidéo? Il demande une sanction administrative. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être certains parents, il y a peut-être même ici des parents qui ont déjà demandé des sanctions administratives contre un professeur. Il demande une sanction administrative. Je continue. On dit qu'il a été extrêmement véhément. Quels sont les mots véhéments qu'il emploie, M. Sefrioui? M. Sefrioui, quelque chose, une précision extrêmement importante, il faut savoir qu'il a lui-même été professeur par le passé. Et qu'il a un énorme respect pour la fonction de professeur. Regardez véritablement sa vidéo. Et sa vidéo, il dit quoi? Il dit, d'ailleurs, les professeurs font admirablement leur travail, la majorité des professeurs font admirablement leur travail, parce que lui-même, il a été professeur. Et le qualificatif qu'il utilisera, ce sera voyou. Et de ce voyou, on veut faire croire et réussir à mettre dans la tête des gens que le qualificatif de voyou est un qualificatif salafiste, djihadiste, et qui devait conduire à la mort de Samuel Paty. C'est extrêmement problématique. Voilà, pour toutes ces raisons, vous avez bien compris que, évidemment, que nous allons plaider l'acquittement. En réalité, même M. Sefrioui, encore une fois, Colomba le disait, il n'attend qu'une seule chose, c'est ce procès. Et il s'exprimera pendant ce procès. Il y en a qui ne s'expriment pas, lui il tient à s'exprimer pour dire sa vérité. Et moi je vais vous demander juste une chose concernant M. Sefrioui, si c'est vous qui allez peut-être suivre le procès, c'est de juger les faits, rien que les faits. Et pas l'appréhension ou l'image médiatique que peut avoir Sefrioui, mais dans ce dossier si particulier de s'attacher aux faits, et comme un certain tas de parmi vous, hein, notamment, ont pu me le dire, on ne comprend pas effectivement pour quelle raison ce dernier est mis en examen et aujourd'hui traduit devant une cour de justice. Je suis sûr que le délibéré, la décision qui en découlera, sera l'acquittement. Elle ne peut être autre chose que l'acquittement. On reste disponible évidemment pour répondre à vos questions. Et vous dire aussi en mot de conclusion que pourquoi est-ce qu'on a décidé également de convoquer cette conférence de presse? Parce qu'on sait qu'il faut s'admettre à la réalité. L'attentat de Samuel Paty a fait l'objet d'une instrumentalisation politique extrêmement importante et que non seulement il existe cette instrumentalisation idéologique, il existe aussi un torrent émotionnel considérable et torrent émotionnel qui lui est légitime. Mais entre l'instrumentalisation, entre l'émotion, il y a quelque chose qui est fondamental dans un état de droit, dans une démocratie, c'est l'application de la règle de droit. Et l'application de la règle de droit dans ce dossier doit conduire à l'acquittement de M. Sefrioui. Une salle d'audience, ce n'est pas une salle où doit s'exprimer une guerre idéologique. Il n'y a pas de guerre idéologique. Il y a des qualifications pénales et le point de savoir si ces qualifications pénales sont ou non
applicable. Et donc, je le dis avec beaucoup de force, c'est véritablement une étape inédite qu'on pourrait franchir avec ce procès s'il n'y a pas une réaction aussi de la société civile face à la dénaturation des infractions pénales pour réprimer des expressions comme celle qu'a pu avoir M. Sefrioui. Parce qu'on voit derrière que l'intention, c'est aussi demain d'inhiber d'autres voix qui, par exemple, chercheraient à dénoncer les discriminations dont feraient l'objet les personnes de confession musulmane. Et c'est la réalité de ce dossier. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé véritablement de faire cette conférence de presse pour, dès à présent, vous exprimer les raisons pour lesquelles nous dénonçons les conditions de sa détention provisoire, nous dénonçons également ce procès qui ne devrait pas avoir lieu d'être s'agissant de M. Sefrioui, avec véritablement l'espoir attaché au corps qu'on parviendra finalement à dépasser la chape politique, à dépasser la chape émotionnelle pour prendre en considération la réalité de ce dossier. Et d'ailleurs, comme le disait à juste titre mon confrère, c'est vrai qu'en plus, on cherche véritablement à faire de M. Sefrioui une figure médiatique qui serait finalement l'incarnation de la figure du mal. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que même lors des différentes audiences concernant la mise en liberté, en fait, le temps qui est consacré à évoquer sa personnalité est plus long que le temps qui est évoqué concernant les faits. Je veux dire, ce qui est déjà tout à fait notable. Et que même lorsqu'en fait on évoque sa personnalité, il suffit en réalité de reprendre élément par élément pour se rendre compte qu'il y a des travestissements de la réalité, que la vision qui est donnée de M. Sefrioui n'est absolument pas la bonne, et devant en plus ce qu'on doit tous constater, à savoir le fait qu'il n'a jamais été condamné. Et donc c'est pour ça que c'est un procès qui va être extrêmement important s'agissant de M. Sefrioui, et que nous sommes déterminés à pouvoir démontrer sa totale et parfaite innocence, parce que ce qu'il cherche non seulement c'est la démonstration de son innocence, et c'est aussi une réhabilitation par rapport au fait de lui prêter une participation dans un des crimes les plus odieux qui ont été commis ces dernières années. Juste, est-ce que vous avez par le passé souvenir d'une autre affaire pour être presque calquée similaire, justement par rapport à ce que le Bali ou quelque chose? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde l'application qui a été faite de l'association de malfaiteurs rapportée à des propos, parce que là, je veux dire, on lui prête des propos, les seuls cas dans lesquels il y a pu y avoir une répression, c'était les cas dans lesquels, en fait, les personnes, non seulement, par exemple, faisaient l'apologie d'une action violente, mais elles ne se contentaient pas de faire l'apologie d'une action violente, elles donnaient également des indications d'ordre opérationnel. C'est-à-dire, par exemple, de dire que sur la Syrie, d'appeler à rejoindre la Syrie et de donner des indications concrètes pour ce faire qui permettaient une répression. Et dans le cas de M. Sefrioui, non seulement vous n'avez pas d'incitation à la violence dans les propos qui sont tenus dans cette vidéo du 11 octobre, et vous avez encore moins d'indications opérationnelles. Parce que de toute façon, la seule indication qui existe et qui est reprochée notamment au père, M. Chnina, c'est la localisation du collège. Mais la localisation du collège, en fait, elle était déjà connue avant la vidéo de M. Sefrioui du 11 octobre. Elle était déjà connue le 8 octobre par la première vidéo qui va être diffusée par M. Chnina. Donc on voit vraiment que c'est une torsion de la réalité, et c'est vrai qu'on a essayé ici de travailler sur le point de savoir s'il y avait des cas comparables juridiques aussi bien en France qu'à l'étranger, et force est de constater qu'on a énormément de mal à les trouver, et aussi parce que ça affirme un peu plus la certitude que nous avons sur le fait qu'il y a ici une terre d'expérimentation judiciaire pour couvrir des comportements qui ne devraient absolument pas lieu d'être, parce qu'on voit qu'il y a une volonté de frapper fort pour les autorités de poursuite, frapper au mépris de la loi, parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le délit désormais peut exister, et encore une fois, il ne serait même pas applicable, et puis il y aurait éventuellement d'autres infractions. Par exemple, il pourrait y avoir celle d'apologie au terrorisme, il pourrait y avoir celle de provocation à la commission d'une action violente, mais il n'y a rien de tout ça. Et encore une fois, quand cette vidéo est diffusée le 11 octobre, surtout qu'en plus on dit, quand vous avez diffusé le 11 octobre, vous saviez qu'il pouvait y avoir un contexte propice à la commission d'un attentat. Je veux dire, déjà, comment est-ce qu'il aurait pu imaginer qu'un professeur allait être décapité ? C'est impensable.
Et ces titulaires, même les autorités, n'ont pas pris de mesures de protection à l'égard de M. Seyfried. C'est bien la démonstration que personne n'avait conscience du risque qui pouvait se manifester. Donc il n'y a pas de cas comparable d'un point de vue judiciaire. Et c'est sûr que, en tout cas, je pense qu'une des ambitions pour les autorités de poursuite va être de faire de cette affaire un précédent. Et c'est ce contre quoi nous allons lutter. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle nous prenons ce temps de pédagogie pour vraiment exprimer nos inquiétudes extrêmement vives par rapport à cette définition qui est donnée, puisque c'est une définition qui est parfaitement nouvelle et qui est totalement contraire à la loi et qui ne correspond ni de près ni de loin au comportement de M. Seyfried. Combien de demandes de mise en liberté vous avez déposées depuis le début? En tout. Nous, après, on a été saisis assez récemment, mais celle qu'on a déposée cette semaine, je pense que ça sera la 4e ou 5e. Depuis le mois de juin. Sachant qu'une nouvelle demande de mise en liberté a été déposée et qu'elle sera instruite la semaine prochaine. Depuis le début du dossier, il y a dû en avoir à peu près une trentaine. Et en plus, ce qui est tout à fait emblématique dans ce dossier, c'est que lorsqu'on est devant la chambre d'instruction, parfois même on tente de nouer, si je puis dire, un dialogue avec les magistrats, et qu'on sent quand même une sorte d'effet de tétanie en lien avec ce dossier, et avec l'idée préconçue qu'ils se font de la personnalité de M. Seyfried, parce qu'à chaque fois, on leur demande de façon assez vigoureuse de pouvoir avoir des éléments, ne serait-ce que pour nous permettre, en fait, de comprendre le raisonnement juridique. Parce que, en fait, là, quel est le raisonnement juridique? C'est-à-dire que vous avez une personne qui ne connaissait pas l'auteur de l'attentat, vous avez une personne qui n'a pas participé, qui n'a pas apporté son concours matériel à la commission de l'attentat, et à laquelle on vient reprocher une association de malfaiteurs qui a débouché sur la commission d'un attentat. Et donc, je veux dire, même d'un point de vue de la bonne foi intellectuelle, je pense que c'est même difficile de concevoir la manière dont on peut réprimer M. Seyfried. Donc, c'est vraiment là aussi ce qui nous marque, où effectivement, en fait, plutôt que de pouvoir avoir une démonstration factuelle, raisonnée, raisonnable, juridique des éléments, on bascule sur des éléments qui tiennent à sa personnalité, on bascule sur des éléments qui comportent notamment des indications sur les prises de position qu'il a pu avoir dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et évidemment aussi, on a le sentiment, et c'est aussi un des risques que présente ce procès plus d'un an après 7 octobre, c'est qu'il y a un télescopage et qu'il y a aussi une instrumentalisation de l'actualité pour renforcer l'image négative, injustifiée, qu'il y aurait à l'encontre de M. Seyfried. Et j'ajouterais juste que c'est la même chambre de l'instruction qui refuse la mise en liberté de M. Seyfried et qui, à la fois, juste il y a quelques mois, a remis en liberté deux accusés pour exactement les mêmes charges, une association de malfaiteurs terroristes, alors qu'on parle là de 2 individus qui, le 16 octobre 2020, avaient reçu en photo de M. Anzorov la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et qui ont répondu à ce message par des smileys souriants. Ce genre de personnes qui, aussi à longueur de messages sur Telegram, parlaient de la meilleure façon de se rendre en Syrie, de fabriquer une ceinture d'explosifs, ce genre de choses. Et pour abonder dans ce que vient de dire Vincent, 2 ministres, si vous vous souvenez, et pas des moindres d'ailleurs à l'époque, M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, disaient à l'époque que cette infraction n'était pas condamnable. Donc effectivement, on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement intellectuel qui fait qu'aujourd'hui, alors que ces 2 mêmes ministres disaient que c'était une infraction, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a la création de ce nouveau délit, n'était pas condamnable, M. Seyfried reste depuis 4 ans derrière les barreaux. J'avais juste une question sur les autres procès antiterroristes où on vous a vu, notamment, on sait que l'attentat contre Samuel Paty était très particulier, le procès qui s'annonce est très particulier aussi. On a le sentiment de vous voir, et la conférence de presse est peut-être un peu l'objet dans une défense plus politique. Est-ce que c'est une impression réelle par rapport aux autres procès? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement, nous, on va résister au fait de faire une défense politique parce qu'en fait, on est face à une accusation politique. On est face à une accusation politique parce que, encore une fois, ce qui est reproché à M. Seyfried, c'est de l'ordre de l'idée, c'est de l'ordre, on l'a dit, mais de la projection que les autorités peuvent avoir de lui et que finalement, on va être rapidement dans l'appréciation du bien fondé
du point de savoir s'il pouvait, à l'heure actuelle, pouvoir dénoncer dans une vidéo ce cours qui a été donné par M. Samuel Paty et les indications qui lui étaient apportées par la fille de M. Chenina. C'est ça, en fait, la réalité. C'est qu'en fait, ce qui paraît intolérable, c'est qu'il ait tourné cette vidéo, c'est qu'il ait dénoncé ce cours, et avec le regard a posteriori de la commission de l'attentat. Donc en fait, c'est sûr que c'est en tout cas un procès des poursuites qui sont extraordinairement politiques, et dans le cadre en plus d'un renforcement, si je puis dire, de la politisation de notre droit, notamment à travers la lutte contre le séparatisme, où on voit véritablement que vous avez des indications d'ordre idéologique qui sont aussi portées dans notre loi. Mais nous, en tout cas, c'est ce à quoi nous devons résister. C'est précisément en fait de ne pas tomber dans le piège qu'on chercherait à nous tendre, de trop évoquer cette question du cours en lui-même, de cette légitimité du cours et de ce qu'on a pu reprocher à Samuel Paty, parce que en fait ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Le seul débat, c'est le point de savoir si les agissements et si cette vidéo qui a été tournée par Sefrioui a pu être déterminante dans le passage à l'acte. Et le fait est qu'elle ne l'est absolument pas. Et je pense que par rapport à d'autres dossiers de cette nature, il y avait d'autres dossiers dans lesquels, en tout cas, on pouvait concevoir l'aspect matériel des choses. On pouvait comprendre le fait qu'il y avait un débat sur une matérialité. Après, tout le point de savoir, c'était des éléments matériels en lien avec la commission de l'attentat en lui-même. Mais là, je veux dire, enfin, si je veux dire, ça doit tous nous interroger. C'est-à-dire qu'on vient reprocher à quelqu'un d'avoir dénoncé dans une vidéo les agissements d'un enseignant et de lui dire, parce que cet enseignant a été décapité, vous n'auriez pas dû faire cette vidéo et vous avez participé de façon indirecte à ce qu'il soit assassiné. C'est impensable. Ça veut dire, n'importe quelle comparaison. Moi, demain, je me rends chez mon boucher, j'achète de la viande avariée, je tourne une vidéo pour dire que cette viande était avariée, et il se trouve que la boucherie fait par la suite l'objet d'une attaque, et on serait rendu responsable de cette attaque. Je veux dire, on voit vraiment que c'est un raisonnement, si je puis dire, capillotracté. C'est un raisonnement capillotracté. Donc, en tout cas, nous, on va résister à cette tentation d'avoir une défense qui serait politique, parce qu'encore une fois, je pense que c'est aussi un piège qu'on va chercher à tendre dans ce dossier, où on va chercher à présenter le dossier de M. Sefrioui comme étant finalement pas tant le dossier d'une association de malfaiteurs, mais le procès d'une opposition d'ordre idéologique entre finalement ce qui serait projeté comme étant les valeurs de la République et le fait que les valeurs de M. Sefrioui seraient contraires à ces valeurs de la République. Sauf qu'encore une fois, on vous l'a déjà dit, il n'a jamais été condamné et que toute sa vie militante, il l'a fait avec la même fermeté de propos, parfois avec une forme de virulence, mais encore une fois, en fait, cette virulence n'a jamais été sanctionnée. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, c'est un procès qui est juridique, qui porte sur la question de l'association de malfaiteurs terroristes, mais effectivement, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur le risque que nous voyons d'ores et déjà qu'il y ait une instrumentalisation politique, aussi parce qu'elle va entretenir une forme de nuage de fumée par rapport à l'absence d'éléments matériels. Et c'est ça l'idée. Mais malgré tout, pardon, parce que vous parliez du procès de Peter Sherriff, ce matin on a été quelques-uns à être au procès de Peter Sherriff, et été évoqué les caricatures de Charlie, parce que c'était aujourd'hui parler les gens de Charlie, et ils évoquaient notamment le fait qu'il existe une stratégie pour faire croire que les caricatures sont plus graves que ce qu'elles n'ont dit, et ils mettaient en avant cette stratégie qui peut faire partie d'un militantisme djihadiste. La question c'est, est-ce que votre client se reconnaît dans ces stratégie ou dans cette atmosphère? Alors non, il ne se reconnaît absolument pas. Tout d'abord, encore une fois, comme je le dis, vous savez, vous suivez ces procès, quand on suit ces procès, on sait qu'il y a différentes galaxies. La galaxie de Peter Sherriff n'est pas celle de M. Sefrioui. D'ailleurs, il a été suivi toute sa vie par les services de renseignement. Il est considéré plutôt comme un agitateur pro-palestinien, mais pas comme quelqu'un qui notamment recrutait des gens pour aller en Syrie, ou alors qui était un interlocuteur de Daesh, ou je ne sais quoi. Donc, véritablement, on est dans deux logiques radicalement différentes. J'ai presque envie de vous dire, si je voulais un peu vulgariser, mais aujourd'hui, les positions de M. Sefrioui étaient certainement plus proches presque du nouveau Front populaire que de Peter Sherriff. Donc, véritablement, quand on regarde, il était vraiment dans un militantisme pro-palestinien.
Voilà la position de M. Sefrioui. Puis je veux dire, quand Vincent dit effectivement c'est politisé, oui, tout est politique. D'ailleurs, moi, c'est la première phrase que je disais à chaque fois devant la chambre de l'instruction, je citais Machiavel, tout est politique. Et c'est éminemment politique. Je vais vous donner un titre d'exemple, et c'est pour ça que je pense qu'on est peut-être à la bascule. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 2 attentats. Vous avez celui notamment de M. Breivik et celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où ceux qui commettent ces attentats, vous vous souvenez, ils émettent des bréviaires, des mémoires, ils expliquent. Ils citent des personnes intellectuellement. Ils citent des personnes. Ils s'inspirent de personnes. Ils ont eu des lectures. Ils ont eu le temps de maturer, de réfléchir. Ils parlent de qui? Ils parlent de Renaud Camus. Ils parlent de M. Finkielkraut. Ils s'inspirent de ces derniers pour justifier leur acte terroriste. Éric Zemmour, par exemple, aujourd'hui dit un certain nombre de choses à l'endroit de la communauté musulmane. Est-ce que pour autant, nous, membres de la Défense, et y compris M. Sefrioui, accepterions et ne validerions l'idée que si demain il devait y avoir un attentat à l'endroit, par exemple, de la communauté musulmane, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire, c'est suite à quelqu'un qui était fan d'Éric Zemmour, qui suivait Éric Zemmour sur Twitter, qui avait tous les livres d'Éric Zemmour, qui appartenait même peut-être au parti d'Éric Zemmour, et qui avait des posters d'Éric Zemmour dans sa chambre. Et donc, de façon insidieuse, parce qu'Éric Zemmour porte ce discours avec force, et beaucoup plus fort, avec plus de force que M. Sefrioui, et que ce dernier s'est inspiré de M. Zemmour, par exemple, on est dans un cas de fiction, mais bon, peut-être pas de fiction que ça, eh bien, un acte terroriste qui se serait perpétré devrait conduire à une mise et un placement en détention provisoire de soit M. Finkielkraut, soit de M. Camus, soit de M. Zemmour. Non, moi je suis en total désaccord avec ça. Je pense que là, on franchit une barrière. Je pense qu'à partir de là, on franchit une barrière. Parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est vraiment dans ce cas-là. Et c'est ce que vous allez voir notamment durant le procès. Et j'ai envie de vous dire, on est peut-être encore même moins dans ce cas-là. Parce que M. Zemmour, M. Finkielkraut, etc., ils disent les choses. Encore une fois, M. Sefrioui, il faut réécouter la vidéo. Il demandait juste une sanction administrative de quelques jours. Ça s'arrête là. Il n'a pas insulté le professeur d'un point de vue religieux. Il disait c'est un voyou. Ça s'est arrêté là. Donc voilà le contexte dans lequel on est et la dangerosité, je pense, et c'est Vincent a raison quand ils disent ils veulent peut-être faire un précédent, la dangerosité que ce précédent puisse être totalement validé. Je pense que ce sera un danger pour tout un tas de personnes qui ont notamment une parole publique forte. Et peut-être pour compléter aussi par rapport à la question que vous posiez, c'est que dans les procès antiterroristes, par exemple, le désaccord ouvertement exprimé avec les caricatures de Charlie Hebdo peut être un indice de radicalité, mais rapporté avec d'autres éléments objectifs et d'autres éléments matériels. Donc, je veux dire, parce que si on devait réprimer toutes les personnes et incarcérer toutes les personnes qui ont exprimé leur désaccord avec les caricatures de Charlie Hebdo, je peux garantir que déjà que nos prisons, il y a une surpopulation carcérale, elle attendrait des sommets qui n'ont peut-être jamais été vus, quels que soient les pays confondus. Et donc, c'est effectivement, ça peut être parfois un indice qui éclaire les services enquêteurs sur la radicalité de la personne, mais en lumière avec le restant des éléments. Dans ce dossier, il a été fait l'exploitation des différents supports électroniques de M. Sefrioui et qu'il n'a jamais été retrouvé, par exemple, de consultation en lien avec l'État islamique, en lien avec quelques mouvements terroristes, quels qu'ils soient. C'est ça, sa réalité. Et de la même manière, il n'a jamais été établi qu'il était, par exemple, en contact avec des personnes qui se trouveraient en zone irako-syrienne. Donc, encore une fois, le seul élément de désaccord qu'il puisse y avoir éventuellement intellectuel avec les caricatures, en soi, ne peut absolument pas être un élément déterminant pour pouvoir réprimer. Parce que beaucoup de personnes avaient pu exprimer cette conviction, comme beaucoup de personnes avaient pu manifester leur émotion au moment où avait été révélé ce cours donné par Samuel Paty, et qui sera au cœur bien évidemment du rappel des faits qui sera fait au moment de l'audience. Et d'ailleurs, le propos des vidéos, si je peux ajouter quelque chose, c'était pas tant sur les caricatures, c'était le fait que M. Paty aurait demandé aux élèves musulmans
de se lever ou de regarder ailleurs. Mais ça n'a jamais été, faut-il ou non, montrer ou publier des caricatures. C'est pas ça dont on parle dans les auditions de garde à vue ou dans les interrogatoires, c'est viser des élèves musulmans et les forcer à se distinguer en tant qu'élèves musulmans. C'est ça qui a suscité les vidéos, pas les caricatures. D'ailleurs, juste petite précision d'actualité, je vous parlais tout à l'heure des différentes situations. Vous avez par exemple, vous avez entendu notamment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous avez le tableau, la scène, vous avez beaucoup de gens qui ont critiqué et qui ont dit que c'était abject ce qu'a fait notamment celui qui a organisé cette cérémonie, etc. Vous avez même Trump, je crois, qui a dit des choses, vous avez tout un tas de personnes qui ont dit des choses. Est-ce que ça voudrait dire, encore une fois, vous avez eu des couvertures de journaux, est-ce que ça voudrait dire que s'il arrivait, malheureusement, parce qu'il a été menacé d'ailleurs, je crois depuis, il a été extrêmement menacé, mais est-ce que ça veut dire que s'il arrivait avec quelque chose à cette personne-là, il faudrait mettre toutes ces personnes qui ont critiqué en détention provisoire, qui n'étaient pas contentes que pour la tête de Marie-Antoinette ou pour le tableau de la scène, etc. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. Et peut-être, j'irais même peut-être jusqu'à dire qu'avec des mots moins forts en ce qui concerne M. Sefrioui, qui a juste employé le qualificatif de voyou. On a répondu à toutes vos questions. Merci de votre venue.